On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'un des poèmes les plus simples, beaux et émouvants du recueil poétique L'Écaille de Douai que nous allons aujourd'hui aborder. Un poème commenté à de très nombreuses reprises, un poème au tout début du recueil et qui pourrait s'envisager comme une proposition. Une proposition qui permettrait à son lecteur de lâcher prise pour mieux se couper du mental et mieux faire naître ainsi au contact de la nature ces fameuses hallucinations propres à recolorer le monde engoncé dans ses grisailles et autres médiocrités. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ce truc, justement, c'est ce que l'on appelle le génie rabaldien. Et le génie rabaldien, c'est quoi? Eh bien, c'est proposer une autre vision de la poésie. Une poésie qui se vivrait désormais non plus comme un art figé, mais comme un moyen d'expression pour transcender le réel. Comme Rimbaud le disait lui-même, je cite, Il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n'en garder que les quintessences. Autrement dit, grâce aux mots, le poète ne se contente pas de regarder biologiquement avec ses yeux, mais aussi avec son cœur et avec ses sens. Il s'agira donc de constamment se rappeler que ce que l'on sent sera toujours plus beau, plus fort, plus grand que la réalité objective. Jean-Pierre ? Vous pouvez répéter la question? Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas, si tout n'est pas encore très clair, cela va vite de le devenir, parce qu'avec une si belle entrée en matière, vous devez très certainement vous dire, oui, bon d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil? Parce que figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction d'une explication linéaire, c'est une accroche, à savoir un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, comme les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous êtes prêts? Et je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est compris? Oui, alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire, en l'occurrence ici le fameux poème Sensation expliquant la manière dont Rimbaud ressent le monde, ou plutôt les sensations et autres hallucinations qui l'entourent. Pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chaque étape à suivre. On y va? Je laisserai le vent baigner ma tête nue. C'est en ces termes, tout en synesthésie, que Rimbaud évoque sa communion avec la nature, une communion où le réel et les hallucinations semblent fusionner en un tout, faisant de ce texte une véritable ode à la poésie et aux émotions viscérales déconnectées de tout intellectualisme. Cette posture se retrouve largement dans l'Écaille de Douai, un recueil posthume que l'on peut facilement dater grâce à l'aide que Rimbaud adressa au poète Banville le 24 mai 1870 et qui nous apprend que Sensation date du 20 avril 1870. Composé uniquement de 2 quatrains, ce texte se rattacherait donc à la thématique du voyage, de l'errance, de la bohème, mais aussi de cette volonté de lâcher prise au contact de la nature pour mieux célébrer les émotions brutes ardemment désirées par le poète. Pour une meilleure fluidité de cette explication, nous pourrons découper ce poème en 2 axes, un par strophe. Une première partie pourrait se nommer une nature personnifiée, quasi magique, exaltant les sens et les émotions, pour la strophe 1. Et dans un deuxième axe, nous pourrions voir une invitation lyrique à se laisser guider par nos seules et uniques sensations, pour la strophe 2. Chacun de ces axes se découpera tous les 2 vers pour mieux mettre en évidence la pensée rabaldienne. Pour une parfaite sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Et enfin, n'exagérons rien, maintenant il vous reste l'explication linéaire à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi? Non. Eh bien, n'oublie pas de bien appliquer la méthode. Et la méthode, c'est quoi? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve une impression, un procédé, un champ lexical, un registre, une figure de style, n'importe quoi, un exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris? Oui? Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Alors c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Idée, impression, posée, exemple, argumentation. Go! 1, 2, 3, partez. Dès le premier vers, l'impression qui semble se dégager du texte serait le fait d'avoir affaire à une nature personnifiée, quasi magique, exaltant les sens et les émotions. Ces 2 premiers vers évoquent selon toute vraisemblance une ambiance chaude et estivale, ainsi qu'une nature luxuriante.
La couleur bleue du soir crée une atmosphère particulière pouvant potentiellement allégoriser la tranquillité. La marche dans les sentiers et le contact avec l'herbe menue suggèrent quant à elle un rapport direct avec la nature que le poète personnifie. On peut le voir avec l'adjectif menu, qui renvoie plus souvent à une silhouette, un corps menu, chétif, maigre, qu'à un paysage. Et on peut le voir aussi avec le terme piqueté, qui renvoie à quelque chose ou quelqu'un pourvu d'un bec, de doigts ou d'ongles, pouvant piquer le dos de Rimbaud. Quels effets provoquent sur moi de tels procédés ? Eh bien, avec les soirs bleus d'été et l'utilisation du mot picoter, le poète met déjà en avant deux éléments sensoriels, la vue, pour bleu, et le toucher, picoter, sans oublier l'image de fouler l'herbe menue qui évoque la sensation tactile et renforce le réalisme sensoriel. Cet aspect sensoriel est d'autant plus fort qu'il paraît hyperbolisé par une nature rendue ayant le pouvoir de toucher et saisir le poète. Pour les vers 3 et 4, comme pressenti dans les deux vers qui précèdent, je remarque là encore, dans les deux vers qui s'annoncent, trois confirmations. La première, l'impression d'errance et de fugue, tant physique que psychique, rendue ici visible avec l'adjectif rêveur, épithète détachée par une virgule. On peut aussi voir ce sentiment tactile laissant la part belle au toucher pour mieux nous immerger au sein de ce paysage nature, avec sentiret, fraîcheur, le verbe ma tête nue. Et donc, nu, j'entends par là, sans vêtements, directement prises à même la peau avec les éléments naturels. Et enfin, le troisième point, avec la nature donc, qui semble prendre vie avec la capacité de procurer de la fraîcheur et de baigner la tête du poète. La fraîcheur ressentie aux pieds et le vent qui baigne la tête personnifie définitivement cette nature perçue comme quasi magique et crée ainsi une expérience sensorielle rendue d'autant plus vivante par une synesthésie. Alors, une synesthésie, c'est quoi ? Bonne question, merci d'avoir posé. La synesthésie, cela peut être voir un son, entendre une couleur, goûter une odeur. Très fréquente dans la poésie, elle permet souvent au poète de dérégler notre machine à ressentir un peu trop sage, confondant deux sens a priori inconciliables, oui, vu, ou goût et vu, etc. Elle nous oblige à voir, entendre, ressentir autrement le texte et donc le monde qui nous entoure. Un exemple dans le poème de Rimbaud ? Oh oui! La synesthésie ici est parfaitement visible grâce au mélange des éléments avec la terre. J'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, l'air, avec la notion vent, et l'eau, avec le terme baigner. La synesthésie, en reliant des perceptions venues d'éléments différents, crée donc un vaste phénomène de correspondance entre les sensations et ce paysage dans lequel s'imprègne Rimbaud. L'idée du poète ici semblerait bien de dérégler les sens un peu basiques et étriqués de ses lecteurs pour mieux leur donner envie de voir le monde autrement. Mais comment voir ce monde avec le regard frais et candide du poète ? La deuxième strophe nous donnera vraisemblablement quelques éléments nouveaux. Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair ? Oui. Pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois voir par vous-même les différentes étapes du quatuor, impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors on y retourne. Deuxième axe, c'est parti. 1, 2, 3, partez. Dans le deuxième axe, l'impression que j'ai d'avoir affaire à une invitation lyrique pour mieux se laisser guider par nos seules et uniques sensations. Impossible ici de ne pas voir l'anaphore et le parallélisme de construction mis en évidence par les mystiches et l'expression tout en négation. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Les litotes ici suggèrent un abandon de la pensée rationnelle au profit d'une expérience sensorielle et émotionnelle. La montée hyperbolique de cet amour infini dans l'âme évoque une communion mystique avec la nature, où l'amour est un sentiment qui transcende la parole et la pensée. Communier avec la nature et ne faire qu'un avec elle, c'est toute ma vie. Dans les deux derniers vers, les vers 7 et 8, nous retrouvons l'idée qu'a le poète de s'éloigner comme un bohémien. La comparaison, sans nul doute, renforce l'idée de liberté d'errance évoquée dans le premier paragraphe. La dernière comparaison, quant à elle, insiste sur cette idée de bonheur partagé avec une femme, suggérant une intimité profonde avec la nature, toujours se personnifier avec un P majuscule, comme si elle avait la valeur d'un nom propre, une relation donc passionnée et fusionnelle. Cette fusion, selon moi, est renforcée par le lyrisme du texte, sublimé dans ses derniers vers par le jeu, j'irai loin, par l'assonance en un, et aussi par la versification parfaite, vers réguliers en alexandrin, hémistiche et rime. Cette fin d'apothéose, avec ce lyrisme triomphant, confirme complètement, d'après moi, l'invitation de Rimbaud. Une invitation par les sensations brutes que procure la nature, au lâcher-prise et à l'abandon total. Un abandon où l'intellect n'aurait plus de prise pour mieux se laisser transporter par ses sens et se laisser griser par ces derniers. Selon mon interprétation, c'est cette posture qui permet au poète de faire venir les hallucinations qui lui sont chères, afin de mieux recolorer la médiocrité de la réalité objective. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste maintenant, c'est la conclusion. Et puis en plus, je sens que
Ce soir, je vais conclure. Une bonne conclusion dans une explication linéaire, c'est quoi? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici la présentation d'un monde tout à la fois littéral et symbolique, concret et abstrait, invitant le lecteur à communier avec cette nature quasi magique à travers les mystérieuses correspondances par le jeu des synesthésies, et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre œuvre artistique, cinéma, peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait, ou bien encore les deux. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Non mais attendez, pas de panique, hein, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants, et lien avec une autre œuvre, en l'occurrence ici, le tableau La Nuit étoilée de Vincent van Gogh, traduisant en couleurs, non pas ce que le peintre voit de cette nature enchantée, mais ce qu'il ressent. Si c'est bon pour vous, alors c'est bon pour moi. C'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. C'est parti. Pour conclure, nous avons donc vu dans cette explication que le poème met en scène une nature personnifiée quasi magique exaltant les sens et les émotions, pour mieux voir par la suite une invitation lyrique à se laisser guider par nos seules et uniques sensations, afin de mieux se laisser griser par ces dernières et mieux faire jaillir ces hallucinations magnifiant et transcendant le réel. Cette attitude préfigure d'une certaine façon le symbolisme à venir en poésie. Il annonce aussi l'état d'esprit du recueil en général où Rimbaud rêve d'un monde plus sincère, plus vibrant et plus authentique. En déplorant ces humains qui se nécrosent autour de lui dans un monde figé et toujours décevant, il espère continuellement, de poème en poème, une résurrection de cette humanité à la dérive. Une résurrection qui passera entre autres par l'errance, comme dans Ma Bohème, ou la communion avec la nature, comme dans Le Dormeur du Val. Ces impressions peuvent se retrouver dans le tableau La Nuit étoilée de Vincent van Gogh. Et ce que j'aime dans ce tableau, comme dans le poème de Rimbaud, c'est que le peintre semble lui aussi voir non pas les couleurs objectives contenues dans le paysage, mais ses sensations déposées sur les différents éléments naturels qu'il contemple. On peut d'ailleurs se demander si cette posture cache une fuite du monde ou au contraire une profonde reconnexion pour mieux le ressusciter et le faire renaître de ses cendres. C'est profond ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si vous a aidé, j'en suis très heureux. Et si vous avez une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut. C'était vraiment très intéressant.